c'est Lightfox. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de ChatGPT. Et aujourd'hui, donc, je vais essayer d'apprendre un peu de politique. Salut ChatGPT, j'aimerais que tu m'apprennes un peu les bases de la politique parce que je trouve que c'est super intéressant la politique et voilà. Donc, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'on étudie, enfin, qu'est-ce que les étudiants en Sciences Po étudient? Oui, donne-moi les gros chapitres. En sciences politiques, on étudie plusieurs grands domaines. 1. Les théories politiques. Les idées et philosophies qui ont façonné les systèmes politiques à travers l'histoire. 2. Les institutions politiques. Comment fonctionnent les gouvernements, les parlements, les systèmes électoraux, etc. 3. Les relations internationales. Les interactions entre les États, la diplomatie, les conflits, la coopération internationale. 4. La sociologie politique. L'étude des comportements politiques, des mouvements sociaux et des dynamiques de pouvoir. 5. L'économie politique. Comment l'économie et la politique s'influencent mutuellement. 6. Les politiques publiques. L'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques gouvernementales. Cela couvre un large éventail de sujets et te donne une base solide pour comprendre les enjeux politiques et sociaux. Tu as des questions sur l'un de ces domaines en particulier ? Ok, ouais, est-ce que tu peux commencer par le premier chapitre, les grandes idées politiques là? Vas-y, éclaire-moi. Bien sûr. Les théories politiques sont les grandes idées qui ont façonné la manière dont les sociétés sont organisées et gouvernées. Voici quelques concepts clés. 1. Le libéralisme. Il met l'accent sur les droits individuels, la liberté et l'égalité. Les penseurs comme John Locke et John Stuart Mill en sont des figures importantes. 2. Le conservatisme. Il valorise la tradition, l'ordre social et la continuité. Edmund Burke est un des penseurs clés ici. 3. Le socialisme. Il prône l'égalité économique, la justice sociale et la propriété collective. Karl Marx est l'une des figures emblématiques. 4. Le nationalisme. Il met l'accent sur la souveraineté nationale, l'identité culturelle et l'unité du peuple. 5. L'anarchisme. Il rejette toute forme de pouvoir coercitif, prônant une société sans État où les individus coopèrent librement. Pierre-Joseph Proudhon est un penseur clé. 6. Le féminisme. Il lutte pour l'égalité des sexes et la reconnaissance des droits des femmes. Simone de Beauvoir est une figure importante. Ces concepts forment la base de la compréhension des différentes approches politiques. Tu veux en savoir plus sur l'un de ces courants ? Ok, merci. Alors, je suis pas sûr que le féminisme soit une idée politique, mais bon, si tu veux. Et ouais, je voulais demander, donc, est-ce que donc voilà, les gouvernements, les États, c'est un peu voilà, la forme de pouvoir la plus grande dans le monde. Est-ce que il y a quelque chose qui a plus de pouvoir qu'un gouvernement politique dans le monde ou pas? Les gouvernements sont effectivement des entités puissantes, mais il existe d'autres acteurs qui peuvent avoir une influence considérable. 1. Les organisations internationales, des institutions comme l'ONU, le FMI ou l'OTAN peuvent exercer une grande influence sur les politiques mondiales et les décisions des États. 2. Les multinationales. De grandes entreprises peuvent influencer les politiques économiques, sociales et environnementales, parfois même plus que certains gouvernements. 3. Les institutions financières. Les marchés financiers et les banques peuvent avoir un impact énorme sur l'économie mondiale. 4. Les mouvements sociaux et ONG. Les organisations non gouvernementales et les mouvements sociaux peuvent influencer les politiques et les décisions publiques à travers le monde. Ces acteurs peuvent parfois rivaliser avec les gouvernements en termes d'influence et de pouvoir. Tu trouves ça intéressant ? Ouais, moi j'aime bien particulièrement les entreprises, les multinationales. Je pense que je suis plutôt le libéraliste, un libéral comme Elon Musk. Ouais, j'aime particulièrement les GAFAM, tout ce qui est technologie, entreprise, monde privé. Ouais, je trouve que c'est mon mouvement préféré, donc libéral. Et voilà, est-ce que tu peux me donner plus d'éclaircissements sur les différences entre républicains et démocrates aux États-Unis? Aux États-Unis, les républicains et les démocrates représentent les deux principaux partis politiques avec des visions distinctes. 1. Les républicains, Go. Ils prônent généralement un gouvernement plus restreint, des impôts bas, une forte défense nationale et des valeurs conservatrices
sur des questions sociales comme l'avortement et le port d'armes. 2. Les démocrates. Ils soutiennent une intervention plus importante de l'État, notamment en matière de protection sociale, d'éducation et de santé. Ils défendent aussi des positions progressistes sur des questions comme les droits des minorités, l'environnement et l'égalité des sexes. Ces différences reflètent des approches distinctes sur la gestion de l'économie, des libertés individuelles et des politiques sociales. Ça te parle ? Ouais, est-ce que ça ressemble à la droite et gauche en France ou pas? Est-ce qu'il y a des similarités? Oui, il y a des similarités. En France, la droite et la gauche partagent des caractéristiques avec les républicains et les démocrates aux États-Unis. 1. La droite, en France. Elle est similaire aux républicains. Elle prône un État plus restreint, la libre entreprise, des impôts bas, mais aussi des valeurs traditionnelles sur des questions comme la famille ou la sécurité. 2. La gauche, en France. Elle ressemble aux démocrates. Elle soutient une intervention étatique plus importante, la protection sociale et des valeurs progressistes sur des sujets comme l'égalité et l'environnement. Cependant, il y a des nuances culturelles et historiques propres à chaque pays. Mais globalement, les axes droite-gauche en France et républicain-démocrate aux États-Unis ont des points communs. Tu trouves ça intéressant ? Ok. Ouais, intéressant, merci. Je fais mes cours de Sciences Po avec toi. Et est-ce que tu peux me rappeler le deuxième chapitre que tu m'as mentionné au tout début? Avec plaisir. Le deuxième chapitre concerne les institutions politiques. Voici quelques points clés. Les types de gouvernement. On étudie les différentes formes de gouvernement comme les démocraties, les républiques, les monarchies et les régimes autoritaires. 2. Les systèmes électoraux. Comment les élections sont organisées, les types de scrutin, majoritaires, proportionnels, et leur impact sur la représentation politique. 3. Les branches du gouvernement. Les rôles du législatif, de l'exécutif et du judiciaire, et comment ils interagissent pour former un équilibre des pouvoirs. 4. Les constitutions et lois. L'importance des constitutions, des droits fondamentaux, et comment les lois sont créées et appliquées. 5. Les organisations supranationales. Comment des entités comme l'Union européenne fonctionnent et influencent les politiques nationales. Ce chapitre donne une compréhension de la structure et du fonctionnement des systèmes politiques. Tu veux en savoir plus sur l'un de ces points ? Ouais, intéressant. Est-ce que tu peux me résumer les principales formes de gouvernement qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité? Donc tout ce qui est monarchie, démocratie, tout ça. Vas-y, liste les principaux types. Bien sûr. Voici les principales formes de gouvernement qui ont marqué l'histoire. 1. La monarchie. Un seul dirigeant, souvent un roi ou une reine, détient le pouvoir, généralement de manière héréditaire. Il y a des monarchies absolues, pouvoir total et constitutionnel, pouvoir limité par une constitution. 2. La démocratie. Le pouvoir est détenu par le peuple, souvent à travers des élections. Elle peut être directe, les citoyens votent sur les décisions, ou représentative, les citoyens élisent des représentants. 3. La République. Une forme de démocratie où le chef de l'État est élu, souvent avec une séparation des pouvoirs, exécutif, législatif, judiciaire. 4. L'oligarchie. Le pouvoir est entre les mains d'un petit groupe de personnes, souvent basé sur la richesse, la famille ou le pouvoir militaire. 5. La dictature. Un seul leader ou un petit groupe détient le pouvoir absolu, souvent acquis par la force, avec peu ou pas de participation populaire. 6. La théocratie. Le gouvernement est dirigé par des leaders religieux et les lois sont basées sur des textes sacrés. Ces formes de gouvernement ont évolué et se sont adaptées selon les contextes historiques et culturels. Tu veux approfondir l'une de ces formes ? Ouais, est-ce que tu peux plus m'expliquer la différence dans une république entre la séparation du pouvoir judiciaire, législatif et exécutif? Bien sûr. Dans une république, la séparation des pouvoirs est essentielle pour éviter les abus et garantir un équilibre. Voici les 3 branches principales. 1. Le pouvoir législatif. Il est chargé de faire les lois. Ce sont généralement les parlements ou les assemblées qui débattent et votent les textes législatifs. Il représente la volonté du peuple et contrôle l'action du gouvernement. 2. Le pouvoir exécutif. Il applique et fait respecter les lois. Il est dirigé par le chef de l'État, président, premier ministre, et comprend le gouvernement et l'administration. Sa mission est de mettre en œuvre les politiques publiques. 3. Le pouvoir judiciaire. Il veille à l'application des lois et à la justice. Indépendant, il tranche les litiges et contrôle la légalité des actes du pouvoir exécutif et législatif. La séparation des pouvoirs garantit que chaque branche peut agir de manière indépendante et équilibrée.
Tu veux approfondir un aspect en particulier? Ouais, merci, c'est bon. Et maintenant, tu peux me rappeler le troisième chapitre. Qu'est-ce que c'était? Le troisième chapitre concernait les relations internationales. Voici les points principaux. 1. Les interactions entre États. Comment les pays coopèrent, négocient et parfois entrent en conflit. Cela inclut la diplomatie, les alliances et les traités. 2. Les organisations internationales. Le rôle des institutions comme l'ONU, l'OTAN ou l'Union européenne dans la gestion des relations internationales. 3. Les conflits et la sécurité. Étude des causes des guerres, des stratégies de maintien de la paix et des enjeux de sécurité globale. 4. La mondialisation. Comment les échanges économiques, culturels et politiques s'intensifient à l'échelle mondiale, créant des interdépendances entre les nations. Ce chapitre aide à comprendre comment les pays interagissent sur la scène mondiale. Tu veux explorer un aspect en particulier? Ouais, c'est vrai que je trouve que la politique c'est assez lié à l'histoire quand même. Alors, tu peux me rappeler jusqu'à quelle date, toi, ChatGPT, t'as des données précises? Mes connaissances vont jusqu'en septembre 2021. Je n'ai pas accès aux événements ou aux données postérieures à cette date. Ok, mais ouais, si je te demande, tu peux rechercher des textes plus récents, enfin des données plus récentes sur Google ou sur Internet? Oui, je peux rechercher des informations plus récentes sur Internet si tu as besoin d'une mise à jour ou de détails sur un sujet spécifique. Merci. Alors, est-ce que tu peux plus m'expliquer en détail la mondialisation? Qu'est-ce que c'est? La mondialisation est un processus par lequel les pays et les sociétés du monde deviennent de plus en plus interconnectés et interdépendants. Voici quelques aspects clés. 1. Économique. Les échanges commerciaux et financiers augmentent avec des entreprises opérant à l'échelle mondiale et des marchés de plus en plus intégrés. 2. Culturel. Les cultures se diffusent et s'influencent mutuellement avec la propagation des idées, des modes de vie et des produits culturels. 3. Technologique. Les avancées technologiques facilitent la communication et le partage d'informations à l'échelle mondiale. 4. Social et politique. Les questions globales comme le changement climatique, les droits de l'homme et les pandémies nécessitent une coopération internationale accrue. La mondialisation apporte des opportunités, mais aussi des défis comme les inégalités économiques et la perte de diversité culturelle. Tu veux en savoir plus sur un aspect particulier? Ok, très intéressant. Et donc ça, tout ça, tu m'as dit, c'est un peu le tronc commun que tu étudies à Sciences Po. Et après, vers le master, si ça a un peu le même système que les licences master, vers quelle branche principale on peut se spécialiser en politique? Oui, en sciences politiques, après le tronc commun, les étudiants peuvent se spécialiser dans plusieurs domaines lors de leur master. 1. Relations internationales. Focalisation sur la diplomatie, les conflits, la sécurité internationale et les organisations mondiales. 2. Politique publique. Étude des processus de création et d'évaluation des politiques, avec un accent sur des domaines comme l'éducation, la santé ou l'environnement. 3. Sciences politiques comparant. Analyse des systèmes politiques à travers le monde, comparant les structures et les dynamiques politiques de différents pays. 4. Théorie politique. Approfondissement des idées et philosophies politiques, avec un regard sur les penseurs classiques et contemporains. 5. Économie politique. Combinaison de l'économie et de la politique, étudiant comment les politiques économiques influencent et sont influencées par les décisions politiques. Ces spécialisations permettent d'approfondir des domaines spécifiques en fonction des intérêts des étudiants. Tu veux explorer l'une de ces spécialisations? Ok, c'est tout. Merci pour cette petite vidéo. Approfondissement politique, voilà, pour apprendre la politique avec ChatGPT. Donc, c'est tout. Merci pour ce petit test, ce petit format. Merci les viewers et on se retrouve à très vite. Salut, ciao. Avec plaisir. Merci à toi et aux viewers. À bientôt pour de nouvelles explorations. Salut.